La polygamie. Ce régime matrimonial qui consiste en l'union légale entre un homme et plusieurs femmes. Ici au Sénégal, certains pratiquent la polygamie, d'autres la comprennent, certains la rejettent et d'autres la préconisent. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans un pays où il est intéressant d'analyser la manière dont ce régime matrimonial est appliqué. En ce qui concerne la religion, l'interprétation cohérente des versets coraniques relatifs à la polygamie révèle certaines conditions et recommandations claires et précises sur son application. De plus, il est important de souligner que si aujourd'hui la polygamie est principalement associée à l'islam, la religion musulmane ne l'a pas inventée. C'est un thème qui soulève un bon nombre de questions. Tout d'abord, en ce qui nous concerne ici au Sénégal, la polygamie est-elle mal appliquée et par conséquent mal interprétée dans la plupart des cas? Ou encore, quelles sont réellement ces conditions et recommandations offertes par le Coran sur l'application de la polygamie? Mais encore, qu'est-ce que l'histoire nous révèle sur l'existence de ce régime matrimonial avant l'arrivée de l'islam? J'ai hâte d'en discuter sur notre plateau tout de suite avec nos deux invités qui sont qualifiés pour nous éclairer. Chers téléspectateurs, bonsoir, assalamu alaikum, beaucoup téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Idées, cette émission où nous avons des débats de fond sur la bonne forme. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur mon plateau Dr Célie Ba et Imam Khalifa Babou pour parler d'un sujet très important et très concret dans notre société qui est la polygamie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Célie Ba, vous êtes sociologue, docteur en sociologie, diplômé de l'université Cheikh Anta Diop. Vous avez débuté votre carrière en tant que responsable de cours en genre et développement à l'ENEA. En 2017, vous avez mis en place votre propre cabinet de consultance sur les genres, en rapport avec plusieurs thématiques de développement durable. Quoi d'autre à dire, docteur Ba? Il y a plein de choses à dire, mais c'est bon. On les dira au fur et à mesure de l'émission. Ouais. Et Imam Khalifa Babou, c'est un honneur pour nous de vous avoir sur le plateau. C'est partagé. Oui. Vous êtes président du collectif des imams de Grand Yoff, président de l'AP6, l'AP6 qui est l'association pour l'éducation et la culture islamique, et vous êtes président de la plateforme de développement des entreprises du Sénégal. Vous êtes aussi conseiller municipal à la commune de Grand Yoff. Tout à fait. C'est bien ça? C'est bien ça. Parfait. Alors, j'aimerais débuter tout d'abord cette émission avec vous, Dr Ba. On parle de polygamie. Donc, je pense que la première question, ce sera de revenir sur l'historique même de la polygamie, parce qu'on sait que c'est un régime matrimonial qui était répandu dans la société arabe pré-islamique. Souvent, les gens mettent en rapport ce régime avec l'islam, mais il existait bien avant. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur quelles conditions la polygamie existait avant l'islam et comment elle était pratiquée? Merci beaucoup, Sophia. Peut-être d'emblée dire que la polygamie, c'est d'abord une pratique culturelle. Donc, comme vous l'avez dit, qui précède l'islam dans cette société péninsule arabe du 7e siècle, donc dans cette société naissante islamique. Donc, l'islam l'a trouvé sur place avec peut-être beaucoup d'anarchie. Et vu que ça constituait le fondement même de la pièce fondamentale de la constitution de la famille de ces sociétés, l'islam a suggéré de ne pas l'interdire, mais le réglementer. Donc l'islam est venu pour réglementer la pratique de la polygamie dans cette société où la polygamie est assez importante. Du coup, on est passé à la réglementation, réduire le maximum de femmes, parce qu'il y avait ces hommes qui avaient près de 50... femmes avant Ah bon, oui, il y avait 50 femmes.
Pour Il y avait des certains hommes qui étaient mariés à 50 à femmes. 50, donc c'était une anarchie et tout. Il y avait beaucoup d'injustices aussi concernant les enfants qui sont issus de ces liens. Et du coup, l'islam est passé à la réglementation de cette pratique. Donc, ce n'est pas une pratique religieuse, mais c'est une pratique qui a précédé l'islam. C'est une pratique culturelle. Et je reviendrai après pourquoi aujourd'hui, pourquoi on ne doit pas l'associer à la pratique islamique. Aujourd'hui, il y a certains pays musulmans qui l'ont tout simplement interdit. Des pays musulmans comme la Turquie et la Tunisie, qui sont des pays musulmans, mais voilà, qui ont interdit la pratique de la polygamie. Ça, ce sera intéressant de savoir ce que Imam Babou va nous dire par rapport à ça. Mais avant justement de répondre à cette question, Imam Babou, ce que j'aimerais vous demander, Dr Ba a parlé de réglementation, de régulation et d'enlever l'anarchie, l'aspect anarchique qu'il y avait avant dans la pratique de la polygamie. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur qu'est-ce que l'islam a réellement dit sur la pratique et l'application de la polygamie? Alors, merci, Madame Ba. Alors, juste pour confirmer ce que le docteur a dit tout à l'heure, que la polygamie n'est pas venue avec l'islam. Donc, l'islam a trouvé la polygamie sur place. Et, n'est-ce pas, a essayé de réglementer, je ne dirais pas à essayer, mais à réglementer, n'est-ce pas, la polygamie en limitant le nombre d'épouses qu'un homme pouvait avoir. Parce qu'au départ, au-delà même de réguler, n'est-ce pas, la polygamie, c'est en fait les droits de la femme en fait, que l'islam régulait. Parce que dans l'Arabie pré-islamique, alors les femmes n'étaient pas considérées, il faut le dire. Alors, pour épouser aussi les femmes, les hommes prenaient autant de femmes qu'ils voulaient. Hein. C'est selon vraiment leur nafs, quoi. Et maintenant, le Coran est venu, l'islam est venu pour réguler tout ça. Et, n'est-ce pas, il y a un verset qui dit, alors, prenez comme il vous plaise parmi les femmes, alors 2, 3 ou 4. Donc, on voit nettement que la polygamie est limitée à 4. Concrètement. Alors, je pense que le verset est assez clair. Hein, est assez clair. Fankihu ma tabalakum min an-nisa masna wa sula wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum zalik adna alla ta'ulu. Alors, Dieu dit dans le Coran, si vous craignez d'être injuste par rapport à vos épouses, n'est-ce pas? Prenez 2, 3 ou 4. Mais si vous êtes vraiment, si vous craignez d'être injuste, et il insiste, hein, Dieu a insisté 3 fois dans un même verset, hein, d'une phrase ou 2 phrases, il insiste 3 fois sur la justice. Il ne veut qu'on soit injuste. Donc il sait qu'en le faisant, il y a des risques, n'est-ce pas, d'injustice. C'est pourquoi Dieu, il dit, alors, si vous craignez d'être injuste, alors, restez à une femme. Alors, parce que la justice par rapport à ses époux, alors moi je pense que c'est par rapport d'abord aux dépenses, les dépenses quotidiennes, n'est-ce pas, les pensions pour régler la maison et tout. Alors, il y a aussi par rapport au temps, le temps donc qu'on doit consacrer à chacune des épouses, n'est-ce pas, et autres obligations maritales, hein, n'est-ce pas. Bon, voilà quoi. C'est par rapport à tout ça maintenant qu'on doit être juste. Si par exemple, moi je prends 2 jours, ou par exemple 2 jours et 2 nuits par rapport à une femme, ce sera égal pour les autres femmes. Ouais, pour l'autre ou pour les autres. Ou pour les autres, ouais. Merci pour ce verset. D'ailleurs, on va revenir. J'ai beaucoup d'autres questions par rapport à ça. Docteur Ba, selon vous, votre vision sociologique de notre société, de notre communauté, est-ce que vous pensez que la polygamie est bien ou mal appliquée de manière générale ici au Sénégal? Avant de venir à la pratique, j'aimerais bien confirmer aussi ce que Imam vient de dire, la place de la justice dans notre religion. La place de la justice dans l'islam. L'islam, c'est une religion de justice et de paix. Donc la justice est centrale dans la religion. Et je disais tantôt pourquoi certains pays l'ont aboli, d'autres sont en train de réglementer, comme le cas du Maroc, ou avec le Code de la famille. Avec la réforme du Code de la famille en 2004, la Woudama, ils ont essayé, sous la lumière de l'islam, de davantage encadrer. Donc, davantage encadrer la pratique. Quand l'homme veut prendre une deuxième femme, il faudrait qu'il y ait le consensus de la première. Et aujourd'hui, récemment, la Guinée est rentrée là-dedans. Donc, sous la lumière toujours de l'islam, il faudrait le consentement
De la première, il faudrait que le juge puisse constater les biens pour pouvoir arriver un peu à cette égalité dans le traitement. Mais l'égalité dans le traitement, pour moi, c'est au-delà même du matériel. On a parlé un peu de l'économie et autres. Et du coup, on exclut tout ce qui est, pour moi, sentimental. Parce que pour moi, le sentimental conditionne pour moi le matériel. Vous passez une nuit avec la deuxième, vous êtes tellement satisfait, au lieu de lui donner 5 000 francs pour la dépense quotidienne, vous lui donnez 10 000 parce que vous êtes tellement satisfait. Et ça se passe, mais vous savez... ça se passe dans les ménages et ça conditionne. Et moi, je dis aussi, on ne peut pas aimer de la même manière, comme les 4 doigts qui ne sont pas de manière égalité. Et du coup, si on n'aime pas de la même manière, il y aura forcément une qu'on va plus aimer par rapport aux autres. Donc, forcément, on a envie d'être avec ça, la personne plus, de communiquer, de discuter, d'échanger avec cette personne qu'on aime plus que l'autre. Donc, du coup, il y a des implications qui font que, en tant qu'être humain, on n'arrive pas à contrôler. Et quand on revient sur ces conditions, Imam a parlé de conditions, pour moi, quand on examine ces conditions, les conditions sont tellement difficiles pour un être humain que ça pose problème en tant qu'être humain Allez-y, non, justement, je voudrais dire, c'est cette complicité, n'est-ce pas, c'est cette complicité à respecter, n'est-ce pas, ces normes ou bien ces dispositions, n'est-ce pas, que cette disposition n'est pas une obligation, qu'elle est permise. Parce donc, que en fait, complexe, je vous dis que c'est une exception. La polygamie, c'est une exception. Ça devrait l'être. Non, en fait, dans la pratique, je veux dire, parce que actuellement, bon, dans le passé, c'était la polygamie qui était la règle. Mais maintenant, la tendance a changé. Si on devrait regarder les statistiques des couples polygames ici au Sénégal, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'exception en termes de quantité, mais c'est vrai que dans votre explication et dans votre analyse, ça ne devrait pas être la norme. C'est vraiment lorsque, comme vous avez dit, en 3e position, c'est permis, comme vous le dites. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites... Pour la pratique mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Dr Ba, c'est que vous parlez de conditions qu'on ne peut pas contrôler. Vous parlez d'émotionnel, vous parlez de sentiments. Personne ne peut contrôler. Et je voudrais ajouter quelque chose. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait dans le sens... Alors, c'est Aïcha qui nous raconte. Aïcha, c'était une épouse du prophète, que tout le monde connaît. Alors, Aïcha disait, alors, le prophète a dit, alors, j'ai partagé équitablement ce que je possède. C'est mes jours. Par exemple, j'ai fait 2 jours chez Aïcha, j'ai fait 2 jours chez Hafsa, etc., etc. Mais il demande à Dieu de ne pas le blâmer sur une chose qu'il ne possède pas. Il dit, mon cœur, je ne possède pas. Quand on dit posséder, ça veut dire qu'on est maître. Quand on possède quelque chose, on est maître de ça. Donc, on n'est pas maître de son cœur. Et Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande au Tout-Puissant de ne pas le blâmer sur une chose qu'il ne possède pas, qui est son cœur. Mais donc, si on ne possède pas son cœur, mais dans le visuel, dans ce qui est vu, dans la pratique, au moins il faut le cacher. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire de manière ostentatoire, n'est-ce pas? On montre que vraiment on aime X par rapport à Y. Ça vraiment, c'est pas. D'accord. Et l'islam interdit la discrimination par rapport aux filles, par rapport aux femmes et aux enfants. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur parmi vous, pour moi, c'est celui qui est plus pieux. Donc, le plus pieux est plus proche de Dieu. Donc, par rapport aussi aux épouses, n'est-ce pas, la favorite peut être celle qui est, par exemple, qui est, je ne dirais pas plus docile ou truc, mais je ne sais pas. Mais il y a toujours une préférée. Mais en tout cas, il ne faut jamais montrer cette préférence. Parce que ça peut aiguiser, n'est-ce pas, alors la jalousie, n'est-ce pas, entre les épouses, entre les enfants même. N'est-ce pas? Oui. Et il ne faut pas être discriminatoire, quoi, vraiment. Et l'islam interdit la discrimination. Je reviens sur la question, Dr Ba. Est-ce que vous trouvez qu'ici, au Sénégal, la polygamie est mal interprétée d'une manière générale? Là, bon, il y a beaucoup de textes qui sont mal interprétés. Ce n'est pas seulement la polygamie. Parce qu'il y a différentes écoles, il y a aussi les hommes interprètent différemment les textes. Donc, ce n'est pas seulement la polygamie. Même aujourd'hui, avec le djihad, on a des problèmes avec le djihad d'interprétation de ces thématiques développées dans le Coran. La polygamie est mal pratiquée, est mal interprétée, est mal comprise au Sénégal.
Le plus souvent, dans les actions, on se limite tout simplement à en tout cas, ce moyen de disposer 4 femmes, mais on ne revient jamais sur la condition, la ayat qui conditionne. Donc, dans les discours, c'est uniquement, on a en tout cas l'autorisation de prendre jusqu'à 4, mais on ne développe jamais les différentes conditions. Et le plus souvent, c'est des personnes qui, en termes d'état d'esprit, de responsabilité, ne doivent pas prendre 2 à 3, mais aussi des personnes qui n'ont pas assez de moyens de subvenir aux besoins de ces 3-4 épouses. Et du coup, je note souvent une fuite de responsabilité parce que vous pouvez prendre 2-3 épouses et que chaque soir, vous aurez votre boubou, ganila et autres, en tout cas, votre poulet bien préparé, alors que en tout cas, c'est une compétition, en fait, entre les épouses. Donc, c'est les épouses, finalement, qui prennent en charge tout ce qui est alimentation, tout ce qui est bien-être, habillement et autres. Donc, ça, je pense qu'on l'a vu, c'est les épouses qui... Voilà, parce qu'il y a une concurrence. Et du coup, c'est divisé pour mieux régner, tout simplement. Diviser. Et c'est une fuite de responsabilité. Et ce qui fait qu'il y a énormément de problèmes aujourd'hui avec la polygamie. Bon, les gens disent que je suis très dure avec la polygamie. en fait j'aimerais juste qu'on puisse... je ne suis pourtant pas contre la polygamie, mais c'est la pratique. Je suis contre la pratique de la polygamie. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent être dans les ménages polygames pour avoir plus de liberté. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ouais. Mais revenir un peu, faire le diagnostic, parce qu'il n'y a pas de réflexion assez sur cette problématique. Quand vous lisez les journaux, les colonnes, quand on voit une épouse qui a sodé, brûlé la co-épouse, on a eu l'événement de Mariste, cette tragédie au Mariste, où la femme a tué tout simplement le mari. Il y a plein de choses qui se passent dans les colonnes où on n'a pas une analyse de tout ça et montrer un peu le lien qu'il y a avec la polygamie. Toute cette violence en partie qu'on a dans les colonnes, les journaux, analysez-les. C'est plus en lien avec la polygamie. Il y a la jalousie, la co-épouse, les disputes avec le mari, ça tourne autour de la polygamie. Il y a beaucoup de violence et aujourd'hui les femmes sont devenues actrices de la violence, mais quand on les analyse, c'est en lien avec la polygamie. Et c'est assez intéressant de mener la réflexion à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas assez de réflexion à ce niveau-là pour voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. Parce que c'est assez problématique dans notre société. C'est sûr que c'est assez problématique, surtout les points que vous venez de relever. Imam Babou, si vous deviez rebondir sur ça. Oui, je voudrais en fait dire que, n'est-ce pas, c'est pas parce que, n'est-ce pas, la disposition est mal appliquée au Sénégal que ce n'est pas une bonne disposition, n'est-ce pas? L'islam en tant que dogme, hein, en tant que dogme, les dispositions émanent du Seigneur. Oui, c'est dogmatique. L'islam, ce n'est pas dogmatique, c'est aussi un mode de vie. Voilà. C'est vraiment, c'est beaucoup de choses. Hein. Ouais. Mais je parle sous l'angle dogmatique, n'est-ce pas? En tant que dogme, n'est-ce pas, les dispositions émanant du Seigneur, qui est sage, et c'est Dieu qui nous connaît. Par exemple, quand je vois un tableau qui est là peint, je sais qu'il y a un peintre qui est derrière ça. N'est-ce pas? Quand on voit une sculpture, on voit qu'il y a un sculpteur. Et quand on voit une créature, il y a un créateur. Donc Dieu qui a créé nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaît. Et il nous dit, n'est-ce pas, les méfaits de la polygamie, nous allons en venir sûrement. Mais quand même, il y a des avantages. Dans toute disposition, il y a des avantages. On va y par exemple, Dieu quand il dit, par exemple, pour une autre disposition qui parle, n'est-ce pas, de jeu du hasard et du vin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des avantages, mais certes, les inconvénients sont beaucoup plus nombreux. Et à chaque fois, donc, il faut faire une mise en, il faut mettre tout ça dans une balance. C'est pourquoi, heureusement pour nous, Dieu n'a pas érigé en obligation, n'est-ce pas, la polygamie. Même le fait de se marier avec une seule épouse n'est pas obligatoire pour certains. Oui. Parce qu'il ne suffit pas le mariage en lui-même n'est pas une obligation. Voilà, il faut. Dans le Coran, donc ça aussi, je pense qu'il faut le dire, mais il y a des conditions. Le mariage, on ne respecte pas le mariage en lui-même, n'est pas une obligation. Mais justement, on va revenir tout à l'heure justement sur la dimension sociale du mariage, parce que c'est important de dire que ce n'est pas une obligation.
Mais il y a quelque chose qui se passe avec cette idée du mariage socialement. On va y revenir, mais avant qu'on vienne à ça, Imam Babou, j'aimerais concrètement vous poser une question très précise par rapport à ce verset dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Vous nous avez cité ce verset coranique qui conditionne la polygamie pour l'homme à traiter ses épouses de manière égalitaire. Ce verset est des fois mis en rapport justement avec un autre verset qui stipule autre chose. Et j'aimerais que vous donniez une explication par rapport à ça, peut-être les gens comme moi ou comme d'autres personnes qui se posent la question. Le verset dont je fais référence nous dit « Vous ne pouvez jamais traiter également vos femmes, quand bien même vous le désirez ardemment. » Comment est-ce qu'on met en rapport ça, qui est un peu similaire à ce que Dr Ba a dit tout à l'heure, avec le fait de devoir justement traiter également ces femmes dans un mariage polygame, et de voir un verset qui dit aux hommes, un peu plus tard dans le Coran, que c'est impossible, même quand ils le désirent ardemment. Comment est-ce qu'on analyse ça? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Alors, l'analyse qu'on pourrait faire, n'est-ce pas, sur ces deux dispositions, ces deux versets, c'est en fait une complémentarité. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'opposition dans ces deux versets. Le verset qui dit que prenez les femmes qui vous plaisent, 2, 3 ou 4. Et si vous craignez d'être injuste, limitez-vous à une femme, n'est-ce pas? En tout cas, si vous craignez d'être injuste, mot à mot. Alors, et l'autre disposition qui dit, vous ne pourrez jamais être, n'est-ce pas, traiter vos épouses de manière égale, même si vous le désirez ardemment, n'est-ce pas? Même si vous le désirez ardemment. Et plus loin dans le verset, il dit, ne vous penchez pas sur l'une d'elles. Ne vous penchez pas complètement sur l'une d'elles au risque de délaisser les autres, quoi, de les mettre en suspens, comme on dit, n'est-ce pas? Et n'est-ce pas, il faut revenir à Dieu. Les deux versets, il faut les combiner. La combinaison de ces deux versets nous donne les conditions, justement, n'est-ce pas? Pour la première, l'injustice, Dieu parle d'injustice. Et pour la seconde aussi, il parle d'injustice. Mais dans le premier verset, on parle plutôt des conditions matérielles, comme le docteur disait tantôt. Par exemple, l'injustice matérielle, n'est-ce pas, par rapport au temps, par rapport aux obligations maritales, par rapport, n'est-ce pas, par rapport aux biens, par rapport, n'est-ce pas, aux dépenses, par rapport au temps, comme j'ai dit tantôt, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser. Le premier verset, c'est par rapport à quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui est tangible. Et maintenant, le second verset, qui nous parle, n'est-ce pas, que on ne peut pas égalitaire par rapport à nos épouses, là, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est le problème émotionnel dont je disais tout à l'heure. Et Dieu est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Il le dit dans le Coran. Il est plus proche de nous que notre... Il nous connaît. Mais il dit qu'en apparence, on ne doit pas le montrer. Et il dit, n'est-ce pas, il nous donne une injection. Ne vous penchez pas. Et ça, tout le monde peut le faire. Ne vous penchez pas. Donc, c'est quelque chose qui est vu, quelque chose qui est concret. Ne vous penchez pas vers l'une d'elles au risque, n'est-ce pas, de mettre les autres en suspens. N'est-ce pas? Et après, il nous dit, revenez vers le Seigneur qui est cet pardonnateur et n'est-ce pas, miséricordieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette explication, Dr Ba? Je pense qu'au début même, en parlant de cœur que je ne possède pas, je pense que vous avez donné une réponse en lien avec ce verset. Parce qu'il n'y a aucune maîtrise par rapport à son cœur. Donc, ça veut dire tout simplement, en termes d'égalité envers les épouses, on ne peut pas le contrôler. Il y a cette impossibilité qui est en lien avec cette... c'est en lien. Et du coup, parce que ce qui est dommage, c'est que quand on lit le Coran, on n'a pas cette approche holistique du Coran, en fait. On lit de manière mitigée et on n'essaie pas de faire de recoupement. Il y a des contradictions à l'intérieur. Sachant que c'est un peu... Du coup, à la fin, là, on décourage, quoi. Ouais. On vous dit, mais finalement, non, c'est pas possible. Finalement, on décourage. Et le plus souvent, je donne l'exemple du contrat entre Fatima et Ali, le contrat de leur, en tout cas, de leur liaison, de leur mariage. Le prophète, paix salut, a
en tout cas, a évoqué le fait que le fondement même de ce contrat doit être un contrat monogame. Ça, c'est le prophète, paix salut sur lui, qui a... voilà, je ne sais pas si vous pouvez... Voilà. Donc, la condition même de ce mariage entre sa fille et Ali, c'était que ça doit être un mariage monogame. Et c'était pourquoi cette condition, Imam Babou, si vous nous éclairez? Moi, je pense que je voudrais d'abord parler d'un fait, en fait, sur les contradictions supposées. Entre ces deux trucs, ces deux versets. Moi, je ne trouve pas de contradiction. Moi, je penche plutôt vers les restrictions, en fait, vers les conditions qui sont drastiques, qui sont corsées, n'est-ce pas? Quelqu'un qui opte pour la polygamie doit savoir en âme et conscience, en connaissance de cause, n'est-ce pas, dans ce qu'il va, n'est-ce pas, dans le contrat qu'il va. C'est un contrat moral, certes, mais c'est un contrat, n'est-ce pas, où il y a des devoirs et des obligations. Donc Dieu nous dit, il faut, en connaissance de cause, savoir dans quelle chose on va, dans quelle situation nous allons. Voilà, il faut être ceci, il corse maintenant la chose, il vous dit, ne soyez pas injuste. Voilà, donc ne le faites pas. Et maintenant, vous saurez ce qui adviendra pour vous, si vraiment, n'est-ce pas, alors vous êtes contrevenant par rapport à ça. Et maintenant, et même le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un penche sur une femme, par rapport aux autres épouses, le jour de la résolution, il viendra, n'est-ce pas, avec un côté paralysé, quoi, en fait, comme si je peux me dire ici. Même par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au mariage d'Ali et Fatima bint Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, c'est une longue histoire. Hein. Je pense que pour faire l'économie, n'est-ce pas, de cette histoire, en fait, le prophète, Fatima, c'est quelqu'un qui était très proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'était comme par rapport à Aïcha, mais Fatima n'est pas son épouse, c'est la fille de Khadija. Alors, maintenant, Ali n'avait pas les moyens. Ali était très pauvre. Même pour marier à Fatima, elle n'avait pas les moyens. Alors, c'est un des compagnons du prophète qui lui a acheté sa tenue pour qu'il puisse donner la dot. Mais c'est par rapport à ça, aux conditions du mariage même, avant même de la polygamie. C'est d'avoir les moyens matériels, n'est-ce pas, les moyens financiers, les moyens économiques pour gérer son épouse. Donc le prophète, il dit, il sait qu'Ali n'a pas les moyens. Et le prophète, Fatima, il y avait d'autres compagnons qui étaient venus demander la main de Fatima. Fatima n'était pas consentante. Et maintenant, c'est quand Ali a demandé la main que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa bénédiction. Voilà, donc c'est une longue histoire, peut-être, bon, avec cette économie. Bon. Tout vient avec le contexte dans lequel ça a existé, c'est sûr, c'est sûr. J'aimerais qu'on revienne sur un point, Dr Ba, avec vous. Tout à l'heure, on a parlé du mariage. Qu'est-ce que vous pensez de l'affirmation que l'entrée de certaines femmes dans le mariage polygame n'est pas forcément due à un choix délibéré, mais que c'est une sorte d'urgence sociale, parce que dans nos sociétés, culturellement, le mariage représente un statut social enviable. Il y a une certaine pression sociale, surtout après un certain âge, après certaines choses, pour certaines femmes, et même des hommes, de se marier. Et que certaines finissent par rentrer dans les mariages polygames, pas forcément par choix, mais par pression. Est-ce que c'est vrai selon vous? Oui, avant de répondre à ce point, j'aimerais bien juste clarifier sur le fait que le mariage n'est pas une obligation. Je pense qu'il faudrait le clarifier. N'est pas une obligation si la personne peut s'abstenir. Parce que les relations sexuelles doivent se passer uniquement dans les liens du mariage. Tout à fait. Uniquement dans les liens du mariage. Maintenant, si on peut s'abstenir de ça, oui. Donc, je pense que c'est extrêmement important de le préciser. Pour revenir un peu à cette urgence sociale, nous savons que le mariage occupe une place très importante dans la société sénégalaise, dans notre société, et qu'à un certain âge, si on n'est pas marié, là, on reçoit la pression, qu'est-ce que vous attendez, etc. Il faudrait que vous vous mettez quelque part. Vous êtes mal vu. En tout cas, c'est un statut enviable donc pour vous rejoindre. Et du coup, certaines femmes, face à cette urgence, pour pas pression qu'elles n'arrivent pas à gérer, du coup, elles se mettent quelque part pour juste sortir un peu de cette pression. Donc, on en a vu. On en a vu. Mais j'aimerais aussi préciser les femmes, parce qu'on en a certaines femmes
qui sont très autonomes, intellectuels, qui sont dans des affaires et autres, qui sont très mobiles, qui préfèrent être dans le mariage polygame. C'est juste pour avoir moins de contraintes possibles. Ouais. Parce qu'on sait que nos maris sont très capricieux, même pour boire de l'eau, on est obligé de vous servir. Donc c'est pour juste éviter d'avoir un mari derrière le dos. Donc de se voir juste 2 fois dans la semaine, au moins ça c'est un contrat aujourd'hui qui se fait pour certaines femmes. Donc c'est pas du tout question économique, c'est des femmes qui se gèrent elles-mêmes. Donc c'est juste pour sortir de cette pression sociale. C'est important. Et c'est dire, je vois mon homme juste 2 fois dans la semaine. Et après, moi, je m'occupe de moi-même. Ouais. Si j'ai envie de voyager, je voyage. Si j'ai envie de terminer une production, une recherche, ça se fait. Ça aussi, la polygamie devient une stratégie matrimoniale. Tu vois? Ouais. Pas seulement un régime, mais toute une stratégie. Ah bon, oui. Ouais, Toute une parce stratégie que matrimoniale, je préfère être ça. On se voit seulement les week-ends. Il y a des femmes qui disent, moi, mon mari, c'est seulement le VSD, quoi. C'est à partir de vendredi soir jusqu'à dimanche. Et voilà, j'ai le temps. Maintenant, du lundi au vendredi, j'ai pas du tout le temps. Voilà, donc ça, c'est des arrangements qu'aujourd'hui, des femmes très autonomes préfèrent faire. Qu'est-ce que vous pensez de ces arrangements? Oui, moi je pense aussi, bon, il y a d'autres femmes aussi, n'est-ce pas, je ne dirais pas par convenance, mais par... bon, le fait, parfois, les femmes, par exemple, les veuves, par exemple, il y a des veuves souvent qui sont avec leurs femmes, avec leurs enfants. Donc, parfois, ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, elles sont obligées, ou bien la femme est obligée, n'est-ce pas, d'être dans une famille polygame. Souvent même, c'est le frère, hein, souvent c'est le frère même, parfois, qui prend l'une des épouses, parfois la moins âgée. Ça me rappelle le roman de Mariama Ba, ici, Longue Lettre, n'est-ce pas, où vraiment on a parlé un peu vraiment, des tares. C'est les tares de la société qu'on a parlé. Vraiment, là, vraiment, c'est un roman que, bon, chaque fois, bon, c'est un livre de chevet, hein, qui est d'actualité toujours. Hein. Ça nous permet vraiment de voir beaucoup de choses, quoi. Vraiment, elle a bien traité ce roman. Alors, donc, il y a des femmes qui sont veuves souvent. Alors, elles n'ont pas d'autre choix que d'être dans une famille. Parce que vraiment, une femme avec 5 enfants, vraiment, elle a peu de chances, la probabilité est très grande pour qu'elle puisse avoir un mari à elle seule. Par exemple, elle peut venir, par exemple, dans une famille où il y a déjà une épouse, l'autre s'en va et la laisse. Mais qu'un homme, c'est rare, hein, ça existe. Il y a toutes sortes d'hommes, il y a toutes sortes d'êtres humains. Il peut y avoir des hommes qui sont là, avec leur cœur, bon, vraiment, qui sont vraiment, bon, qui sont charitables, quoi, en fait. Bon, voilà, ça existe, quoi. Ouais, wow. Non, c'est vraiment très intéressant, mais je vais continuer avec vous, monsieur Imam Babou, avec la question des avantages et des inconvénients. Tout à l'heure, vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais que vous veniez un peu plus, justement, dans le sujet. Lorsque c'est bien appliqué et lorsque c'est bien interprété, bien compris, quels seraient, selon vous, les avantages et les inconvénients de la polygamie? Alors, bon, certains diront que du bonheur, hein, pour certains, quoi. Pour certains, ils diront que du bonheur. Parce qu'ils trouvent leur compte par rapport à leur interprétation, n'est-ce pas, des versets. Bon, ils n'en ont cure de ce que dit le Coran, quoi. Bon, vraiment, l'injustice et tout, quoi. Mais, hormis tout ça, bon, dans le sens, ou bien, quand la polygamie est bien appliquée, il y a certes des avantages, c'est certes. Alors, il y a d'abord le fait, n'est-ce pas, de légaliser, ou bien pour l'homme d'abord, d'avoir une vie sexuelle apaisée et stable. Ça, c'est deux. Parce qu'il y a des hommes qui ont vraiment une conscience, je ne sais pas, un désir exponentiel, bon, vraiment, qui ne peut pas se suffire à une femme. Donc, vraiment, avoir peur, n'est-ce pas, de sombrer dans la débauche ou bien dans l'adultère. Ils souhaitent vraiment avoir, et ce qui est recommandé d'ailleurs. C'est-à-dire de manière légale, sans sortir de leur mariage de manière illégale. Tout à fait. Parce que sous d'autres cieux, n'est-ce pas, le concubinage, ou bien les Occidentaux, souvent, ils ont leur maîtresse à côté. Et pourtant, ils ont leur épouse. Et ça, ce n'est que la polygamie. Hein, oui, c'est la polygamie sous un autre sous un angle, voilà. Il y a aussi le fait d'avoir une main-d'œuvre, hein, pour certains. N'est-ce pas, par rapport à l'industrie, par rapport à l'agriculture, par rapport au champ, quoi, en fait. Et aussi, par rapport aussi
Et ça, c'est le but premier du mariage, n'est-ce pas? Après avoir légalisé, n'est-ce pas, les relations sexuelles, n'est-ce pas, c'est la postérité, Oui. n'est-ce pas, de la génération. Bien sûr. Un homme, quel que soit, il a besoin au moins d'avoir de progéniture pour avoir au moins, après sa disparition, au moins qu'il puisse avoir quelqu'un pour prendre le relais, quoi. Et maintenant, même c'est ce qui existe dans les grandes familles, hein, sur le plan politique, d'abord parce que c'était politique. Parce que là, moi, par exemple, j'ai un seul garçon, j'aurais plus de choix si j'avais au moins 5 enfants, 5 garçons. Et par exemple, mon épouse, elle est proche de la ménopause. Alors, je cherche une petite fille, une fille bon, moins jeune, avec laquelle, voilà, plus jeune, avec qui, n'est-ce pas, je pourrais avoir, avec d'autres enfants, pour avoir beaucoup plus, n'est-ce pas, de progéniture, parmi lesquels, sûrement, il y aura quelqu'un au moins qui pourra prendre la relève, n'est-ce pas, par rapport à autre chose. Par rapport aux inconvénients, il y en a, hein, il y en a. Hein. Mais les inconvénients, c'est à chercher du côté de l'application. Parce que Dieu, je disais tantôt que Dieu est sage. Quand il crée quelque chose, ou bien quand il donne une disposition, il sait les avantages et les inconvénients. Et il nous le dit clairement. Il nous dit clairement, voici les avantages, voici les inconvénients. Si vous ne faites pas ceci, il y a la justice de l'au-delà. Mais il donne ses conditions. La condition, c'est quoi? Soit équitable, soit juste envers votre truc. Si vous laissez ça maintenant, il y a des inconvénients. C'est pour moi les inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi d'abord? C'est le fait d'avoir... C'est surtout à chercher à la disparition, surtout hein, à la disparition du polygame. N'est-ce pas? Quand il meurt, par exemple, avec le problème de succession, par exemple. Ouais. Il y a les problèmes, il y a aussi le risque de dislocation de la famille. La famille, par exemple, qui se disloque. Il y a autre chose aussi, il y a le problème mystique. Hein. Il y a le problème mystique. Hein. Il y a le problème mystique. Les maris polygames, attention. Hein. Et parfois, les maris qui sont souvent penchés, c'est souvent par rapport du fait de l'une des épouses. Ce n'est pas parce que vraiment il aime l'une plus fort que l'autre. Mais parfois, c'est des choses occultes que vraiment... Le mystique et toute autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de ces avantages et de ces inconvénients, docteur? Peut-être rebondir sur les méfaits, quand il parle de succession, de dislocation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la polygamie, bon, quand je prends l'exemple des États-Unis, qui se sont développés sur la base des entreprises familiales, Ford, Carnegie, General Motors, c'est des entreprises familiales qui aujourd'hui, voilà, il y a même des fondations et autres. Au Sénégal, on a l'exemple de Djilimey, Ndjougatkabé et autres, mais avec la polygamie, on n'a pas pu prospérer ces entreprises parce que juste après le mort du père, on se dispatche tout simplement des biens, chacun va gérer de son côté, ou du coup, ça stoppe un peu la production, la productivité de ces richesses, la création de ces richesses. Donc ça peut constituer des facteurs bloquants de même développement. Parce que, quoi qu'on puisse dire, aux États-Unis, les entreprises familiales ont développé, ont été en tout cas des piliers pour le développement des États-Unis. Donc ça, c'est une chose. Il y a tout ce qui est mystique, qui va se renforcer, parce que les mystiques, c'est un état d'esprit. Hein. Même vous avez fait être dans une famille monogame, voilà, tout dépend de l'état d'esprit. L'autre chose, c'est qu'en 2006, on avait fait une étude sur le profil du migrant. 2006, parce qu'il y avait le Barça était à son paroxysme, les gens qui prenaient la pirogue et autres, et on voulait dresser le profil du migrant. Et on s'est rendu compte que 100% de ces migrants appartenaient à des familles polygames. Il y a l'esprit de cette compétition. Quand l'enfant de la première réussit, l'enfant de la deuxième va tout faire. Et du coup, c'est les mamans même qui finançaient le voyage des enfants. Et on est allé au-delà, voire même à l'intérieur des ménages, et on s'est rendu compte que le père lui-même désertait le lit conjugal de la femme ou dans la femme dont l'enfant le moins n'a pas réussi. N'a pas réussi. Waouh. Donc ça c'est ressorti dans les entretiens, ce qui fait que dans une société où quand l'enfant ne réussit pas, on dit que la mère n'a pas joué son rôle. Oui. La mère n'a pas réussi. Quand l'enfant a réussi socialement, quand l'enfant a réussi, ça veut dire que la mère vraiment s'est soumise, etc. Donc du coup, les mères reçoivent cette violence, cette pression et vont tout faire pour, en tout cas, faire tout pour que leur enfant réussisse. Donc,
Ça, c'est des inconvénients que nous avons. Bon, l'avantage, j'ai parlé de la stratégie matrimoniale pour certaines femmes qui souhaiteraient être dans les liens polygames. Mais je pense que si on doit poser les méfaits sur place, plus. Moi, j'aimerais qu'on revienne, c'est intéressant, j'aimerais qu'on revienne, Imam Babou, sur les enfants. Les enfants, vous l'avez soulevé, les enfants issus d'unions polygames. On se rend compte souvent que, malheureusement, ici au Sénégal, il y a une certaine souffrance quantitativement, où il y a beaucoup d'enfants qui sont une famille polygame. Certains, en tout cas, se sentent délaissés, surtout quand il y a une panoplie d'enfants. Vous avez parlé d'une grande progéniture, de beaucoup d'enfants et tout. Mais est-ce que vraiment, quand on a cette grande progéniture en tant que père, on a le temps justement, par exemple, un père qui a 5 enfants avec sa première femme, 6 enfants avec sa deuxième, il faudrait qu'il trouve le temps de s'occuper de chacun de ces enfants-là, pas seulement matériellement, mais émotionnellement, la présence, etc. C'est quoi, en fait, j'aimerais que vous nous éclairiez sur le rôle, justement, de ce père polygame par rapport à ses enfants et à sa progéniture, surtout quand elle est nombreuse. Alors, moi, je prends la question sous 2 angles. Le premier angle, c'est les orphelins, après la disparition du père. Parce qu'en exploitant le premier bout du verset, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, n'est-ce pas? Le premier verset qui touche les orphelins. وَإِنْ خِفْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُحْصُوا فِي الْيَتَامَى. Si vous créez d'être injuste par rapport aux orphelins. Et ça, les orphelins, c'est à la disparition du père. D'accord. C'est à la disparition du père. On n'est pas orphelin, on a son papa et sa maman à côté. Bien sûr. Donc, c'est à la disparition de l'un des parents. Donc, à la disparition, il y a les enfants qui pâtissent. Et par exemple, si par exemple la famille est nombreuse, n'est-ce pas, il y a la débauche, il y a beaucoup de choses, quoi. Comme on dit, il y a le Barça, par exemple, parfois, pour certains, parfois, il y a la plus jeune qui a des enfants beaucoup moins âgés, qui ont par exemple entre 5 ans, par famille, il reste des bébés. Parfois, il y a des gens, comme dans Morphal, c'est l'onglette qui est allé épouser une fille qui a l'âge de sa fille, n'est-ce pas? Donc les enfants sont beaucoup moins jeunes. Et là, la responsabilité, là, il faut maintenant parler de la responsabilité. Et la responsabilité, ce n'est pas seulement dans une famille polygame. La responsabilité, c'est la responsabilité de mari, la responsabilité de père. Et il y a la responsabilité, bon, quand on n'a pas, parce que l'enfant n'a pas demandé à naître. Donc, si on est papa, si on est père, Dieu nous donne, n'est-ce pas, cette chance d'avoir un enfant, c'est qu'on puisse le préparer. Parce qu'un enfant, on lui dit que c'est un processus, mais on le prépare jusqu'à son âge adulte, jusqu'à l'âge où il soit responsable, qu'il puisse reconnaître, n'est-ce pas, comme on dit, sa main droite et sa main gauche. C'est tout ce processus maintenant, jusqu'à cet âge, maintenant, il appartient aux parents, qui est le responsable, avec le pouvoir marital, n'est-ce pas, qui doit s'occuper de ça. Et on ne peut pas avoir, n'est-ce pas, on ne peut pas éduquer ses enfants. Par exemple, si on est, entre guillemets, volage, si on est, par exemple, vraiment, on voit parfois, parce que si on vient tard, par exemple, si moi, par exemple, moi, je viens à 19h ou 20h, par exemple, les enfants, certains sont déjà au lit, ils dorment, je n'ai pas le temps de voir comment ils mangent, je n'ai pas le temps de voir, n'est-ce pas, est-ce qu'ils lisent leurs leçons, est-ce qu'ils travaillent, comment ils parlent, comment ils s'expriment, est-ce qu'ils sont agressifs, est-ce qu'ils ne le sont pas. Et ça, on peut l'avoir en constatant. Et là, on ne peut l'avoir qu'en pensant avec beaucoup de temps avec ses enfants. Ouais. Et parfois, bon, on en déplaise à certains tenants de la polygamie, n'est-ce pas? Pour eux, ce n'est que pour le désir personnel. Oui. Quand en effet de mode, ils prennent parfois même, il y a tous les amis sont 5, tous les 4 sont polygames, et moi je ne peux pas être en reste. Moi, mes amis sont polygames. Hein. Je suis le seul à ne pas. Souvent, ils me disent, et toi là, imam là, ton imam n'est pas parfait, il te reste vraiment 2 gamins là. Parce que toi, il t'en manque quelque chose. Mais moi, je préfère la stabilité que la pesanteur, n'est-ce pas, psychologique, après d'être partagée. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est comme si un homme religieux musulman devait être polygame. Alors que, comme vous le dites, c'est permis, mais c'est pas
recommandé. C'est pas recommandé. Obligatoire. Mon père n'était pas polygame. Et il contractait beaucoup de mariages polygames. Mais lui, il n'était pas polygame parce qu'il était partagé entre ses écrits, entre le dara. Il n'a pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Moi, mes recherches me prennent assez de temps. Même parfois, mon épouse, parfois, il me tire les oreilles parce que j'ai pas le temps. Ouais. Moi, je suis toujours à la bibliothèque, je suis entre, voilà. Ouais. Et ça me prend beaucoup de temps. Entre l'école, j'ai une école, voilà quoi. J'ai pas le temps pour me consacrer à un autre foyer, quoi. En sachant les responsabilités alors j'ai peur, comme dit le verset, faites une khiftou. Si vous avez peur d'être injuste, et moi j'ai peur d'être injuste, je ne me contrôle pas. Sur le plan matériel, souvent on dit en Wolof, non, attends, il faut toujours, il faut prendre ses responsabilités. Sinon, on n'aurait pas de la famine. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut une certaine base économique pour être polygame, on peut le dire. Pas seulement. Elle a parlé de responsabilité. Oui. Parce qu'on peut avoir des hommes qui sont riches, mais qui ne peuvent même pas gérer une femme. Donc, la responsabilité est assez importante. Être responsable d'abord. Parce que le mariage, c'est une responsabilité. Donc, si on n'est pas responsable, je pense qu'on ne peut pas gérer une femme et les enfants. Et je suis d'accord avec Imam quand il parlait le lien qu'on doit avoir avec les enfants. Vous savez, le constat, c'est quoi? C'est que dans les familles polygames, les enfants sont plus proches de la mère que du père. Les enfants sont beaucoup plus complices de la mère que du père parce que la femme est plus présente. Si on a 4 femmes, on ne peut pas, on a de fortes probabilités que votre enfant vous n'avez pas cette complicité parce que vous ne connaissez pas très bien votre enfant. Parce que vous êtes en train de tourner autour de 4 familles et vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Si chaque femme a 5 gosses, vous avez 4 femmes. Donc, vous voyez un peu, vous ne pouvez pas être complice. Vous ne pouvez pas suivre votre enfant. Donc, la responsabilité vient en fait. Du coup, vous n'êtes pas un père présent. Et le père présent est extrêmement important dans même la stabilité des enfants, avoir des enfants stables. C'est extrêmement important. Et c'est des questions cruciales. C'est des questions sensibles parce que ça touche la famille qui est le fondement. Parce que la famille, c'est un moyen de production des humains. Et il nous faut des humains stables. Il nous faut des humains stables, il nous faut des humains éduqués pour pouvoir, responsables pour pouvoir contribuer au développement de la famille. Et aujourd'hui, notre famille est en crise. Et la polygamie est un facteur aussi qui contribue à cette crise. Et il faut des réflexions approfondies, des consultations, si on doit construire un projet de société, parce qu'il faut réfléchir pour un projet de société. C'est important. C'est important, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a des problèmes. Le Sénégal a des problèmes par rapport à ses sociétaires, par rapport à ses humains, par rapport à ces hommes et des femmes. On a des problèmes d'indiscipline, on a des problèmes de citoyens, on a des problèmes. On a des problèmes dans la circulation, on a des problèmes à l'école, on a des problèmes par-ci. On a des problèmes dans les entreprises. Les gens ne travaillent pas, il n'y a pas cette conscience. Et ça revient à l'éducation, si on y parle bien, parce que la base de tous ces problèmes-là, c'est bien l'éducation. Il donc nous ça faut revient à la au-delà de famille. l'éducation. Parce que c'est des questions de socialisation qui sont beaucoup plus fortes. Il nous faut une famille stable. Il nous faut des personnes, des sociétaires qui sont éduquées. Parce qu'il nous faut tout simplement une politique de la famille. On n'a pas de politique dans la famille. Et quand je parle de la question de la polygamie, forcément, je fais allusion à cette politique. On a besoin de politique de la famille. Ouais. Si on veut que les autres secteurs marchent. Se développe un peu mieux. Ouais. Imam Babou, qu'est-ce que vous pensez de ce que Dr Ba a souligné au début, c'est-à-dire le fait que des pays musulmans aient interdit la polygamie, comme la Turquie et la Tunisie? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, moi, je pense que la loi musulmane, le Coran, qui est le recueil, n'est-ce pas, qui est notre référence, je pense que l'être humain, nous, le Coran, c'est pour nous. Je pense qu'il ne nous appartient pas. Moi, personnellement, c'est mon opinion. Alors, de tronquer, n'est-ce pas, ou bien d'appliquer
la disposition, le Coran, selon mes comment que dire, selon mes Ce qui m'arrange. ce qui m'arrange, quoi. Voilà, voilà, pour régler des trucs, je prends une chose, je tronque alors le verset, je prends une partie, je fais ça. Non. La loi, elle est impersonnelle, elle est générale. Donc, elle s'applique à tout. Certes, il y a l'environnement, il y a le contexte dans tous les versets. Il y a l'environnement, il y a le contexte. Il faut toujours contextualiser. Quand l'islam est venu, c'est par rapport au contexte, n'est-ce pas, que Dieu nous a donné ces versets. C'est par rapport à ça que Dieu nous a parlé à travers Jibril qui a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a inspiré pour ça. Donc, et ça, c'est par rapport à un contexte. Donc, je dis, donc, mais Dieu, les portes ne sont pas fermées. Hein. Ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose de permis. Ouais. C'est quelque chose de permis, hein, on n'est pas tenu de le faire. Heureusement pour nous, alhamdoulilah. Si on était tenu, ce serait très difficile, ce serait l'anarchie. Parce qu'il y a des personnes, vraiment, moi je vois, qui ne peuvent même pas gérer une famille, une seule épouse. Et maintenant, en prendre 2, 3 ou 4, mais vraiment, ça, ce sera un cocktail explosif, je pense pour la société. Et alors, moi, je dirais les inconvénients, et je le répète comme tout à l'heure, dans toute disposition émanant du sage, qui est le Seigneur, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des avantages et des inconvénients. Dans le cas de la polygamie, les inconvénients sont à chercher du côté de l'exécutant, du pratiquant. N'est-ce pas? C'est par rapport, n'est-ce pas, en exemple de ce que je disais tantôt sur les vins et les jeux du hasard, n'est-ce pas, qui ont des avantages et des inconvénients. Mais Dieu dit que c'est ces inconvénients qui sont beaucoup plus nombreux que les avantages. Donc laissez-le. Ouais. Donc laissez-le. Et pourtant, au paradis, Dieu nous dit il y a des ruisseaux de vin, des trucs comme ça. Et parce que c'est son application. C'est maintenant, quand on... Bon, vraiment, ça c'est un autre sujet, quoi. Oui. Mais par rapport à la polygamie, n'est-ce pas, c'est par rapport à l'exécution. Ouais. Dieu, c'est la pratique. C'est la pratique qui pose problème. Ouais. Et donc, il faut toujours se référer. Si vous avez peur d'être injuste, mais restez, gardez une seule épouse. Ouais. C'est pas. Et oui, c'est important de le dire. J'aimerais qu'on revienne, Dr Ba, sur quelque chose qui est assez sensible, donc, que vous avez effleuré tout à l'heure. C'est ce qui se passe dans certains mariages polygames, les attaques entre femmes. Parce qu'on a beaucoup parlé du côté des hommes. Les hommes qui prennent plusieurs épouses, quelles sont leurs responsabilités, comment ils doivent se comporter, etc., etc. Revenons aussi sur le choix des femmes, parce que c'est un choix. Ça reste un choix, qu'il soit délibéré, qu'il vienne d'ailleurs, mais une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Lorsqu'on prend le choix, par exemple, d'être dans un mariage polygame, qu'on soit première femme ou deuxième femme, si on est première femme et qu'on accepte la deuxième femme, si on est deuxième femme et qu'on accepte de rentrer dans le ménage en tant que deuxième femme, les comportements à avoir, parce qu'on lit dans les journaux, telle femme a jeté de l'acide sur sa coépouse, telle femme a tué son mari à cause de la coépouse, etc. Comment faire cette sensibilisation pour éviter ce genre de cas et pour faire comprendre socialement aux femmes que ce n'est pas le dernier choix, ni le premier choix à faire ces attaques-là? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je pense qu'il y a un problème de transparence lors de la contractualisation de l'union. Quand je dis transparence, l'homme peut se dire devant le maire que oui, je vais signer polygame parce que voilà, je suis musulman. Mais ma chérie, je vous assure, oui, il n'y aura que toi, personne d'autre. Oui. Ça, on l'a entendu. Oui, beaucoup. Et du coup, psychologiquement, la femme va se dire, ok, voilà. Et moi, je me dis que c'est à ce niveau qu'il faut régler beaucoup de choses. Il faut être beaucoup plus transparent. Pour commencer. Si l'homme veut prendre d'autres femmes, il faudrait qu'il le précise lors de la contractualisation pour que l'épouse sache, accepte ou pas. Je pense que ça réduirait, pas éradiquer, mais ça diminuerait pas mal de violence, en tout cas. Donc, plus de transparence lors de la contractualisation. Dire sincèrement si, peut-être dans le temps, je pourrais, pour qu'au moins l'épouse puisse gérer, puisse l'inculquer
puissent... Voilà. Donc moi, je pense que ça aiderait beaucoup. Ça aiderait beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, la violence, on est une société profondément violente. Il y a cet aspect, il y a d'autres choses qui viennent se greffer. Et moi, je me dis, cette transparence, plus de responsabilité dans le ménage, peut-être ça pourrait réduire, en tout cas, les maux, l'état que nous avons dans notre société. Imam Babou, j'aimerais vous poser la même question. Quel est votre message? Encore une fois, vous avez lancé beaucoup de messages à la gente masculine à tous les hommes qui sont dans des ménages polygames, mais au niveau des femmes, quand vous voyez ces cas de violence, quand vous voyez certains comportements, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Alors, peut-être, je vais d'abord m'adresser aux musulmans, parce que c'est selon, hein, nous sommes dans un pays laïque, il y a des musulmans, il y a qui ne le sont pas. Alors, mais en toute cause, il faut savoir que, d'abord chez la musulmane, qu'elle sache que pour un homme musulman, c'est un polygame en puissance. Il faut qu'elle le sache et qu'elle s'arrête déjà à ça, avant même le mariage. Hein, avant le mariage, son futur mari est un polygame en puissance. Qu'elle l'accepte, qu'elle essaie de mettre ça vraiment dans sa tête et de bien vraiment l'arranger, quoi. Que ce qui adviendra plus tard ne puisse pas, n'est-ce pas, la déstabiliser, quoi, l'ébranler. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut qu'elle sache ça. Même si, bon, devant le maire, peut-être pour autre chose, parce que le mariage à la mairie, ça vient après le mariage religieux, le mariage qui s'est passé à la mosquée pour les musulmans. Alors, et c'est pas pour rien que l'information, la communication est importante dans le ménage. Avant même, parce que l'islam interdit à un homme de serrer la main à une femme qui n'a pas son épouse. Pour autant, elle n'interdit pas, l'islam n'interdit pas, n'est-ce pas, le fait aux futurs époux de discuter, de convenir à leur projet, parce que le ménage, c'est un projet, n'est-ce pas? Je parle à mon futur épouse, quel type de foyer je vais avoir, quel type de famille, etc., etc. Même si, pour la plupart, c'est du ressort divin. Il y a des choses, mais quand même, moi, je peux dire mes prétentions. Et je vais être sincère. Et quand je dis l'injustice ou la justice, dans ces versets, la sincérité aussi fait partie de ça. Donc, il faut être sincère, il faut être juste, comme l'a dit le docteur. Il faut être sincère. Il faut vraiment... Il n'y a pas de place au mensonge dans ce genre de... dans ce contrat. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le mariage, c'est un contrat. N'est-ce pas? C'est un contrat aussi bien moral que matériel. N'est-ce pas? Donc, bien, beaucoup de femmes, beaucoup de familles vivent sans le contrat de mariage au niveau de la mairie. Et là-bas, parfois, au niveau de la question se pose, comme a dit madame, mais ils votent toujours, ils signent toujours polygame, hein, en disant, voilà, madame, je le fais parce que, bon, vraiment, c'est ma religion qui me le dit, hein, vraiment, je ne voudrais pas être vraiment un marginal par rapport à ça. C'est juste pour ouvrir une porte de sortie. Et c'est toujours une épée de Damoclès qui est, n'est-ce pas, au-dessus de la tête, n'est-ce pas, de l'épouse. Et pourtant, qu'il y a beau se décarcasser comme une diablesse, mais parfois, si, par exemple, comme on dit, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Et qu'à chaque fois qu'on veut trouver une autre femme, on essaie de créer, n'est-ce pas, des problèmes dans l'environnement familial pour essayer, n'est-ce pas, de trouver vraiment ce qu'on veut, quoi. Mais en tout cas, moi, j'appelle à la retenue, surtout pour les dames, n'est-ce pas, qui penseraient, n'est-ce pas, à opter pour la violence. C'est pas la violence qui règle ça. Comme on dit, vivez harmonieusement comme il vous plaît, mais sinon aussi, vous pouvez vous séparer. Il faut vous séparer. Si vraiment vous savez que vraiment vous ne pouvez pas vivre dans ces conditions, mais séparez-vous. Ouais. Vraiment, et que vraiment vous sauvez quelque chose qui peut encore l'être. Ouais. Eh ben, en tout cas, c'était un débat plein d'idées qui ont fusé, plein d'éclaircissements. Je vous remercie tous les deux d'avoir été là. Je ne sais pas si vous avez un message de la fin pour nos téléspectateurs. Juste vous remercier. On a besoin de ces cadres de discussion sur les questions de société. Je pense qu'on n'a pas assez de cadres de discussion sur différentes problématiques qui nous affectent. Je pense que c'est important de discuter, d'échanger. Parler Wolof, moins le français, parce qu'il y a plus de personnes qui parlent français pour faire passer le message. Je pense que ça aussi. Merci beaucoup, Dr Ba. Merci beaucoup, Dr Ba. Imam Babou, peut-être un message de la fin. Oui,
je dirais la même chose, hein, vous remercier de nous avoir offert cette opportunité pour un peu échanger de ce problème de société qu'est la polygamie. Alors, parce que je pense que même si on avait le double, n'est-ce pas, du temps qu'on avait pour parler même des avantages ou bien des conditions, même ça ne suffirait pas. Oui. Alors donc, vous comprenez que laconiquement, on a essayé vraiment d'être à même de vous donner certains éléments. Et n'est-ce pas, on dit à bientôt, n'est-ce pas, pour en parler d'autres. Et comme a dit, n'est-ce pas, le docteur, moi je pense aussi il faut souvent, c'est bien de parler Wolof tout le temps, mais aussi il y a d'autres personnes dans la société qui ne parlent pas Wolof et parfois, parce que moi j'habite à Grand Yoff, il y a des communautés, il y a des minorités qui sont à Grand Yoff qui ne parlent pas Wolof. Souvent ils nous demandent dans nos discours, dans nos prêches, un peu de diversifier un peu la langue de transmission pour que vraiment le message passe. Et nous, ce que nous voulons, c'est que le message passe. Et vous avez contribué, n'est-ce pas, amplement pour cela. Nous vous en remercions. Eh bien, c'est moi qui vous remercie vraiment et à bientôt, j'espère. Chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Nous remercions toute l'équipe, et on vous dit à bientôt sur ITV.